Aujourd'hui, nous sommes avec des élèves de Sciences Po pour parler de logocratie de façon un peu plus concrète. Bien sûr, les étudiants de Sciences Po ne sont pas des spécialistes, ils ne représentent pas l'école, donc nous prendrons leurs paroles comme s'ils étaient, on va dire, des gens lambda avec une vision un peu plus éclairée des choses. Êtes-vous d'accord avec la phrase suivante ? Nous sommes déjà sortis de la démocratie. Et pourquoi ? Alors je pense que oui, on n'a jamais été dans une réelle démocratie. On dit souvent que la Révolution française, c'est avant tout une révolution bourgeoise. Aujourd'hui, les décisions, elles sont le résultat d'une élite qui, formée en plusieurs groupes, se bat pour avoir ses intérêts qui sont représentés. À part dans l'idée de l'élection, qui est déjà une démocratie très limitée, on choisit simplement qui va être élu. Une fois que c'est fait, le peuple en lui-même n'a plus aucun pouvoir jusqu'à la prochaine élection. Aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, les dynamiques démocratiques ils sont mises en danger. Et du coup, on peut dire qu'on est sorti d'une certaine conception de la démocratie qui se base sur un dialogue, qui se base sur une confrontation entre idées et qui a, dans le pluralisme politique, une sorte de pilier. Aujourd'hui, le langage politique, c'est ça dont on va parler après, il est souvent imposé et souvent il suit une seule direction qui souvent est présentée comme la vérité, présentée comme le bon sens à laquelle on ne doit pas s'opposer. Cette imposition d'une seule opinion, cette volonté d'éviter la confrontation politique à tout niveau, on fait sortir, entre guillemets, je pense, surtout au niveau médiatique, d'une dimension démocratique. Est-ce que vous considérez que Donald Trump, en instaurant un État logocratique, aurait fait un coup d'État silencieux, entre guillemets ? Tellement Trump, il a changé au niveau rhétorique, véritablement pas mal de dynamiques, et on trouve tous des aspects très concrets, comme par exemple l'appauvrissement de la langue, la réduction du vocabulaire utilisé, comment Trump même s'adresse aux gens, que représente, je pense, une vraie caractéristique d'un régime qui n'est plus démocratique, qui a une tendance aussi autoritaire. Et si on lit par exemple 1984 d'Orwell, on retrouve plein de concepts qui Trump utilise tous les jours en utilisant toujours les mêmes 300 mots et pas plus, en langage très très réduit. Alors je suis d'accord avec ton observation. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est que Trump n'a pas instauré la logocratie. Je dirais plus qu'il est le résultat d'un processus qui a mené à ça, parce que, lui, mais il n'est pas tout seul. C'est surtout un groupe, c'est une équipe qui a compris que ce qui fonctionnait, c'était ça. Et comme ça fonctionnait, ils ont pris les mécanismes, ils les ont exacerbés parce qu'ils savaient que c'est comme ça qu'ils pourraient être élus. Trump cristallise ces dynamiques-là et c'est pour ça qu'il est impressionnant. Il brutalise aussi. Il y a quand même une forte brutalisation du langage, qui après émane une brutalisation du champ politique, comme dirait Moss, mais il y a une brutalisation du langage qui suit une direction très précise. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que la logocratie est instaurée, mais Trump il représente le résultat et presque la radicalisation de toute cette tendance. Je rajouterais aussi, sur la question de la démocratie, il ne faut pas oublier l'abstention. Si on dit que oui, on est en démocratie parce qu'on a le vote, sauf que le problème, c'est que quand nos élus, par exemple Emmanuel Macron, aux dernières élections présidentielles, a été élu in fine avec 36% des voix des électeurs inscrits. On a un problème quand l'abstention est aussi haute, alors que pourtant l'abstention est la moins haute aux élections présidentielles et pourtant il n'a quand même pas la majorité, la réelle majorité à ce moment-là. Donc il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Est-ce que vous pensez que les pratiques logocratiques vont se développer à un tel point qu'on serait à un point de non-retour, ou est-ce que ça peut changer aux prochaines élections ? Oui, je pense qu'on est déjà à un point de non-retour si on voit les façons différentes dans lesquelles les mots, dans lesquels le discours il est utilisé pour rendre le discours politique neutral et du coup en marquant une véritable mort de la démocratie dans le sens de confrontation égale, d'échange d'idées. D'un part, on a ça, et de l'autre, la brutalisation et l'utilisation de mots qui vont vraiment à délégitimer, à diaboliser et à rendre presque illégitime la participation au débat des autres acteurs qui participent à la vie politique. Macron, Trump, Bolsonaro au Brésil, mais Orban, il y a plein de leaders politiques dans les démocraties occidentales ou dans des pays qui se revendiquent démocratiques et qui nous gouvernent à travers les mots. Je ne sais pas si aux prochaines élections cela va changer. Je pense que c'est une tendance que ça fait peut-être depuis les années 80, depuis les années 70, depuis l'instauration d'une véritable volonté de la part des élites politiques de trouver un langage neutre, trouver un langage qui devient dépolitique, qui
qui se revendiquent comme vérité absolue. Ça arrive rarement, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour deux raisons. Déjà, pour trois raisons. Déjà, en politique, il y a toujours moyen de changer les choses radicalement, parce qu'on le voit dans le côté négatif, il y a aussi le côté positif. Il y a des moments, par exemple le Front populaire en France, on a évité le pire, et ça a été tout ça a été très brutal, tout ça s'est passé très vite. Donc je pense que comme ce processus a lieu, il peut aussi être résorbé d'une manière ou d'une autre. Et comment ça peut se faire? Déjà parce qu'il y a une volonté de dire il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à ne pas être d'accord et avancer quand même ensemble, à se respecter, etc. Alors évidemment, ça n'a aucune répercussion après, puisque, comme on l'a dit avant, je ne pense pas qu'on soit en démocratie. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi pire ailleurs. On n'est pas dans une véritable démocratie, mais on a quand même des caractéristiques démocratiques, dont l'élection. Et l'élection, elle fait peur aux politiques, ce qui est normal, puisqu'ils risquent des choses quand on est dans la vie publique, etc. On risque des choses. Et donc forcément, le moment où la population exige, non pas elle demande parce que c'est déjà le cas, mais elle exige un changement et qu'on le construit ensemble, les politiques, ils n'auront pas le choix parce que c'est ça l'élection aussi. Donc je pense que c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment, soyons pas naïfs. Comment est-ce qu'on peut expliquer le désintérêt de la majorité des gens s'il y a quand même cette volonté de vouloir changer les choses, de discuter? C'est parce que les élites politiques ont essayé de rendre la politique quelque chose qui n'appartenait plus aux citoyens, qui ne devait plus intéresser les citoyens, de rendre la politique quelque chose de technique, technocratique, à éloigner les gens de la politique et aussi à contribuer évidemment à rendre la politique, vue par les gens, quelque chose d'inutile. Le fait que souvent les gouvernements essayaient de complètement s'éloigner des citoyens en n'écoutant pas leurs propos, à complètement détacher le citoyen de l'art de gouverner. Il y aurait besoin d'une véritable réforme et de suivre les opinions des citoyens, les écouter, parce qu'en faisant ça, on a des gens qui tout simplement ne s'intéressent plus à la politique, qui ne croient plus à la politique. La démocratie même, la démocratie en tant que tout le monde a son mot à dire, comme dirait Castoriadis, du coup le fait que la démocratie elle se base sur l'égalité de tout homme devant à participer à la chose politique n'existe plus. Du coup, la démocratie, dans ce cas-là, la démocratie, elle perd son sens. Je pense que le désintérêt vient d'un fatalisme et aussi d'un manque d'identification. La politique et la vie quotidienne forment deux mondes que tout le monde sépare dans leurs esprits. C'est-à-dire que c'est de là que découle le désintérêt. Et aussi la deuxième chose, il y a tellement de promesses qui sont faites de réformes, de révolutions, que les gens ont simplement arrêté d'y croire. Donc à partir du moment où non seulement la politique n'existe plus dans la vie quotidienne, mais qu'en plus les promesses qui sont faites ne sont pas tenues, on veut changer les choses, on a envie parce que les gens en ont besoin. Il y a des gens qui ont du mal à vivre leur vie correctement, il y a des gens qui survivent, qui veulent évidemment un changement puisqu'ils ont du mal à vivre, mais la politique ne présente absolument pas une alternative ni une solution à leurs yeux. Et comment dans un débat politique, dans le débat public, on peut s'en sortir pour y voir clair quand il y a des propos gouvernementaux qui n'ont pas vraiment de fondement de véracité? Comment mener un débat politique à l'ère de la post-vérité? Je pense que pour bien mener un débat politique, c'est faire un débat sans les politiques. Parce que les politiques, ils ont besoin d'être élus, et que dans notre système d'élection, pour être élu, il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut être moins pire que les autres. Dans un débat, les politiques, ils vont sortir des vérités ou des mensonges, mais en tout cas qui vont décrédibiliser la personne en face. Et on va se retrouver dans des débats qui ne sont pas des débats d'idées, mais des joutes verbales. Parce qu'en fait, on a besoin dans le débat de gagner. Quand il y a l'élection, il n'y en a qu'un seul qui est élu. Alors que le débat sans politique, typiquement la Convention citoyenne pour le climat, sont des citoyens qui sont tirés au sort et qui n'ont pas d'intérêt dans le débat, enfin pas d'intérêt personnel. C'est-à-dire que quand on va débattre entre citoyens, là on débat, j'ai pas intérêt à gagner, ça sert à rien. Là l'intérêt qu'on a, c'est d'essayer d'agir ensemble pour aller vers les meilleurs chemins. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne, elle a bien fonctionné, mais ses résultats ont été totalement sapés parce qu'ensuite ça a été transmis au Parlement qui a décidé de dire non, ça on fait pas, ça on fait pas, ça on fait pas, ça on fait pas. Enfin bref, mais les citoyens n'ont pas d'intérêt, d'intérêt personnel, ce qui fait que le débat, il se transforme en une coopération. Ah oui, t'as raison, effectivement, là je me suis trompé. Ok, c'est quoi l'effet ici? Qui fait qu'on va quelque part. Et donc pour faire un bon débat, il faut déjà que les parties prenantes du débat n'aient pas intérêt à gagner ou à écraser l'autre. Moi, je n'enlèverai pas forcément les politiques, mais c'est plutôt dans la façon de conduire un débat. Mais il y a d'une part
rendre la démocratie plus participative, et ça c'est tout à fait vrai.